nous rejoindre. Bonjour à tous. Voici ce qui domine l'actualité de ce lundi 16 septembre 2019. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé bientôt fixés sur un éventuel appel de la Cour pénale internationale. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, doit en effet exprimer aujourd'hui son intention de faire appel. La journée internationale de la protection de la couche d'ozone est célébrée aujourd'hui, sujet toujours préoccupant car l'ozone est de plus en plus détruite par des substances nocives. En Côte d'Ivoire, quelles mesures pour protéger la couche d'ozone? Les détails dans la déclaration du gouvernement. Enfin, Abidjan et Bamako célèbrent leur bonne entente à travers le groupement transfrontalier Côte d'Ivoire-Mali. Pour commencer, le procès Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda jusqu'à minuit ce lundi 16 septembre 2019 pour dire si elle va faire appel ou non de l'acquittement prononcé en faveur de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudé le 15 janvier dernier. Gabriel Zani. Les regards sont tournés vers la Cour pénale internationale ce lundi. Reporté jeudi dernier, la reprise ou non en appel du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé est suspendue à la décision de Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale. Fatou Bensouda a jusqu'à ce lundi minuit pour décider d'interjeter appel ou non de la décision d'acquittement sous condition de la Chambre de première instance. Le dossier des deux acquittés sous condition connaîtra donc un tournant décisif après la délibération de la Chambre d'instruction de la Cour pénale internationale sur une éventuelle remise en liberté provisoire. Une décision très attendue par la défense de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, acquittés sous condition en février dernier. L'ancien président ivoirien est à ce moment en résidence surveillée à Bruxelles. Les deux acquittés sont tous deux poursuivis pour crimes contre l'humanité pour les violences post-électorales de 2010-2011. En image, le lancement aujourd'hui des travaux d'aménagement du carrefour de l'Indénié. Ces travaux concernent notamment l'échangeur de l'Indénié et l'élargissement du pont autoroutier. Coût du projet, 24 milliards de francs CFA, entièrement financé par la Banque islamique de développement. Cette cérémonie de lancement des travaux du carrefour de l'Indénié s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Autre actualité, c'est aujourd'hui la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Il s'agit pour les Nations Unies de sensibiliser les populations du monde entier au problème de la protection de la couche d'ozone. En Côte d'Ivoire, le gouvernement se dit déterminé à poursuivre ses efforts pour la préservation de l'ozone. Le point avec Grace Kando. Le protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone a été adopté le 16 septembre 1987 par les Nations Unies. L'objectif de cette convention est l'élimination totale des produits chimiques qui détruisent la couche d'ozone. En effet, plus de 98% des substances appauvrissant la couche d'ozone sont déjà éliminées et le trou dans la couche d'ozone a diminué d'une superficie équivalente à celle de l'Inde, empêchant ainsi des dommages massifs à la santé humaine et à l'environnement par les rayons ultraviolets du soleil. De plus, précisent les scientifiques, jusqu'à 20 millions de cas de cancer de la peau et de la cataracte sont évités tous les ans. Par ailleurs, le protocole de Montréal est également l'un des principaux contributeurs à la lutte contre le changement climatique car il a permis d'éviter l'émission de plus de 13 milliards de tonnes de dioxyde de carbone. Aujourd'hui, il s'agit de l'élimination des hydrochlorofluorocarbones ou encore fréon 22 utilisés en grande quantité dans l'alimentation des climatiseurs, des centrales de climatisation et des entrepôts frigorifiques, souvent indispensables dans les contrées à climat tropical comme la Côte d'Ivoire et dont la fin de la consommation
est prévu pour 2030. La Côte d'Ivoire est déterminée à poursuivre ses efforts de préservation de la couche d'ozone. Pour ce faire, une cellule de formation en froid vient d'être implantée au Centre de perfectionnement au métier de mécanique et d'électricité de Koumassi. La 4e édition de la Journée nationale de partenariat État-secteur privé va se tenir le 7 octobre prochain à Abidjan. Thème retenu, partenariat État-secteur privé pour une croissance inclusive et durable. Il s'agit de renforcer le dialogue entre l'État ivoirien et le secteur privé. On en parle avec Astou Touré. Partenariat État-secteur privé pour une croissance inclusive et durable. C'est le thème de la 4e édition de la Journée nationale du partenariat prévue pour le 6 octobre prochain. Cette journée est un cadre d'échange et de présentation des réformes et efforts consentis par l'État. C'est également le lieu d'exprimer les attentes et difficultés rencontrées par le secteur privé. Il faut qu'on facilite au secteur privé ivoirien et surtout aux PME l'accès à ces marchés-là. Et deuxièmement, qu'on puisse, disons, avoir un traitement de faveur dans le cadre des règlements de ces marchés. Parce que souvent, quand vous demandez à une PME d'attendre 90 jours, 120 jours pour pouvoir, disons, accéder à ces fonds, c'est très lourd pour les PME, ils ne peuvent pas y accéder. Voilà. Ce sont ces petits aménagements-là, mais bien entendu, pour l'économie globale, ce que nous attendons le plus, c'est la mise en œuvre de la réforme fiscale. La Journée nationale du partenariat est aussi l'occasion pour les deux parties d'accorder leur violon sur une problématique clé du développement du secteur privé avec l'appui des partenaires techniques et financiers. La Banque africaine de développement soutient les efforts du gouvernement en matière de développement économique et social. Et dans ce cadre, effectivement, nous sommes en train de préparer un programme d'appui budgétaire qui est, comme son nom l'indique, des ressources qui vont dans le budget de l'État pour accompagner la mise en œuvre du budget de l'État sur les prochaines années, avec une composante spécifique par rapport au développement économique et un volet vraiment pour s'assurer en fait l'inclusivité qui est le thème de ces journées. Pour l'édition 2019, des innovations sont annoncées. Cette année, les grandes innovations seront les 3 side events sur des problématiques importantes. Parce qu'on vous a dit qu'on a fait une pause en 2018 pour pouvoir mettre en œuvre les travaux des 3 dernières éditions. Donc on va avoir par exemple en side event des travaux sur ces initiatives. Donc on va avoir par exemple la présentation de l'étude qui a été faite sur le secteur privé. Plus de 3000 participants sont attendus. Dans l'actualité également, cette rencontre entre les membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et les responsables du Conseil supérieur des imams. Objectif, emmener les guides religieux à combattre la corruption dans tout le pays. Les entretiens entre ces deux institutions se sont déroulés il y a quelques jours dans la commune de Trècheville. Ahmed Traoré et Alexis Ouedraogo. Pour faire connaître le dispositif juridique et institutionnel de prévention et de lutte contre la corruption, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance rencontre le COSIM, le Conseil supérieur des imams. Il veut les former aux actes de corruption et leurs conséquences en vue de les amener à s'impliquer davantage dans la prévention et la lutte contre ce fléau. La lutte contre la corruption ou contre les mauvaises pratiques ne peut être possible que dans une société où la morale est vraiment assise très forte. Vous savez que les religieux, que ce soit les catholiques, les musulmans, les haristes, que nous sommes en train de rencontrer au fur et à mesure, ce sont des autorités morales. Ces autorités morales-là sont censées faire mieux passer les messages concernant la moralisation de la vie publique. Une initiative jugée opportune par les imams qui s'engagent contre la corruption et les infractions assimilées. Cette année, nous avons fait de la conférence des imams le thème principal de la conférence, c'était l'éducation et la moralisation de la société. Ça veut dire que le sujet déjà nous préoccupe, nous. Nous sommes en train de nous préparer pour faire descendre ces enseignements à travers nos mosquées, avec nos imams et tous les actions de prédication que nous allons mener dans nos pays. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance souhaite que les guides religieux s'impliquent dans la sensibilisation des fidèles à la lutte contre la corruption.
Une association créée pour marquer les excellents rapports entre la Côte d'Ivoire et son voisin, le Mali. Le groupement transfrontalier Côte d'Ivoire-Mali est né à Tingrela, dans la région nord ivoirienne. Les autorités administratives de ces deux pays ont échangé récemment. Les détails avec Sie Kwasi et Eugène Atobé. À 900 km d'Abidjan, passant par Bouaké, Korogo et Boundjali, la ville de Tingrela ouvre ses bras aux visiteurs. Moins de 5 km séparent cette ville, chef-lieu de département dans la région de la Bagoué, de la frontière avec le Mali, favorisant le mouvement des populations de part et d'autre de la frontière commune. Les populations de Tingrela et leurs voisins maliens vivent une cohabitation exemplaire au nom d'une tradition d'hospitalité. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 1969. M'installer définitivement. Je suis marié ici, à Tingrela, au quartier Barola, avec laquelle j'ai eu des enfants. Le brassage ethnique, le brassage entre les deux peuples, vous voyez que ça fonctionne à merveille. À Tingrela ici, tout le monde, nous tous on a des parents au Mali. C'est normal qu'on collabore ensemble, qu'on s'entende, qu'on fait tout ensemble. Les Maliens sont très accueillants. Ils nous aiment bien, nous les Ivoiriens. Quand on arrive là-bas, ils nous accueillent très bien. C'est ce que nous on souhaite, la cohésion sociale entre nous et les Maliens. Si les ressortissants maliens vivant à Tingrela se sentent bien dans cette localité, autant que toutes les autres populations allochtones ou allogènes qui s'y sont établies, ils le doivent à la volonté des autorités ivoiriennes au plus haut sommet de l'État de consolider l'harmonie intercommunautaire, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Cette volonté muée en engagement est relayée au niveau régional. Illustration, la ville de Tingrela même. Dans cette localité, le préfet s'emploie au quotidien à pérenniser les relations historiques et fraternelles entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Cela va se matérialiser avec la création, début de cette année 2019, d'un cadre de rencontre regroupant les circonscriptions administratives jouxtant la frontière ivoiro-malienne dans une perspective de renforcement de l'intégration sous-régionale. Avant, il y avait des petits soucis, mais pour le moment, avec des frontières mixtes, pour le moment aujourd'hui, ça va, il y a d'amélioration. Depuis les rencontres ont commencé, vraiment, ça aboutit à quelque chose. Quand nous venons ici, les témoignages que les chefs de canton, les chefs de village, les autorités religieuses nous font, vraiment, ça nous fait comprendre que réellement les choses bougent. Moi, je peux même dire que je suis témoin des deux côtés. Les deux pays, chaque année, les Maliens viennent à Tingrela ici pour rencontrer nous les Ivoiriens. Nous aussi, on se déplace, aller au Mali pour aller le rencontrer. On discute entre nous ce qui ne va pas, on fait échange et puis on régit ce problème pour que les deux pays vont ensemble, on marche ensemble. En avril 2019, le cercle de Kolondieba au Mali a abrité un atelier sur l'intégration régionale effective entre la Côte d'Ivoire et le Mali, atelier assorti de recommandations. Septembre 2019, c'est au tour de Tingrela d'abriter une autre rencontre similaire, objet de toutes les attentes. Les participants à l'atelier, les populations, les élus et les autorités administratives appellent de tous leurs vœux la mise en application effective des recommandations de Kolondieba. Grâce à la coopération qu'on a commencé maintenant, ça va très bien. Quand on vole des baies là, un simple coup de fil, tu peux retrouver son baie. Parce que tous les longs des frontières, tous les sous-préfets, on a leur numéro. Tous les chefs de brigade, on a leur numéro. Tous les maires, on a leur numéro. De deux côtés. Grâce à les deux préfets, on a fait collaboration, on a démenti les réseaux. Il n'y a plus de réseaux de vol de baies. Au niveau des frontières, sincèrement, si nous arrivons à Kadiana, nous fatiguons. Tu as le pièce haut, tu payes 1000 francs. Tu n'es pas le pièce haut, tu payes 1000 francs. Ouais, Bougouni aussi presque la même chose. Arrivé à Bougouni, tu as le pièce haut. Moi aussi, tu as le tout pièce complet, là, tu payes 1000 francs. Bon, la rencontre qui vient de commencer là, si Dieu a fait que ça change, vraiment, nous serons contents. Ce cadre de coopération que nous sommes en train de créer, c'est comme un arbre. Lorsque vous plantez un arbre, que vous n'arrosez pas cet arbre-là, il meurt. Nous nous attellerons à faire en sorte que ce cadre-là existe. Non seulement qu'il existe, mais qu'il vive. Qu'il vive au profit de nos populations. Qu'il vive au profit de notre pays et de celui du Mali avec lequel nous partageons de longues frontières. Si au plan institutionnel, il va falloir tenir compte du facteur temps
pour la mise sur pied du groupement transfrontalier pour le développement et l'intégration socio-économique entre la Côte d'Ivoire et le Mali, les populations, elles, dans leur quotidien, donnent à voir déjà la pleine mesure de cette intégration. Comme ici, cette fin de randonnée pédestre qui célèbre la cohésion, le vivre ensemble et la paix à Tengrela. L'Inde veut renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de leur programme de bourse d'études en Afrique, les autorités de New Delhi ont lancé récemment un appel aux travailleurs et étudiants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en Inde. Les précisions de Asto Touré. L'Indian Technical and Economic Corporation, ITEC, est un programme initié par la République de l'Inde en vue d'un renforcement des capacités dans différents domaines d'activité. À travers l'octroi de bourses d'études, ce pays entend participer au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Lancé au mois d'avril dernier, 11 Ivoiriens y ont déjà participé. C'était une expérience unique de par la qualité de l'enseignement, de par la sympathie de ceux qui nous ont donné la formation, de par le gigantisme des infrastructures culturelles. Et je pense qu'on revient de l'Inde avec un bagage intellectuel, un bagage culturel. Depuis son lancement en Côte d'Ivoire, il y a plus d'une vingtaine d'années, le nombre de participants demeure relativement bas par rapport aux quotas. C'est peut-être aussi à cause des procédures assez longues au niveau de l'administration dans les différents ministères ivoiriens. Mais l'ambassade fait la promotion de ce programme high-tech là partout où elle passe, lorsqu'elle échange avec les ministères, les entités privées, les personnes morales ici en Côte d'Ivoire. Donc l'ambassade va faire encore plus afin de pouvoir véhiculer, sinon informer tous les Ivoiriens concernant ce programme-là. Un autre élément qui peut-être fait qu'on n'a pas beaucoup de participants, c'est la barrière de la langue. Toutes les formations dans le cadre du programme high-tech sont en anglais. Peut-être que cela est un frein pour les Ivoiriens qui ne pensent pas pouvoir comprendre les formations qui seront dispensées en Inde. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique marque son engagement à soutenir cette initiative. Je voudrais rassurer également, parce que je sais que dans ces formations, il y a des formations qui peuvent déboucher donc, à des formations diplômantes. Notre département se fera fort donc de reconnaître en termes d'équivalence les diplômes obtenus dans ce programme. Rappelons que l'high-tech est une bourse professionnelle ouverte aux acteurs du secteur privé et public dont l'âge varie entre 25 et 45 ans avec au moins 5 ans d'ancienneté dans un domaine d'activité précis pour des formations allant d'une semaine à 6 mois selon le domaine souhaité. Direction la région de Lamé, dans le sud du pays. Plusieurs équipements médicaux ont été remis il y a quelques jours au centre de santé d'Aféry. Ce matériel visant à renforcer le plateau technique de cet établissement sanitaire est estimé à plus de 80 millions de francs CFA. Et c'est un don du Rotary Club Abidjan. Mamadou Kouassi. Le tam-tam parleur d'Aféry annonce de bonnes nouvelles pour ces populations. Son centre de santé réhabilité par l'équipe municipale bénéficie de matériel médical. Il s'agit entre autres des lits d'hospitalisation et d'accouchement, des appareils de laboratoire, un cabinet dentaire et des médicaments. Le tout d'une valeur de plus de 80 millions de francs CFA. Un don du Rotary Club Abidjan Doyen à la mairie d'Aféry, située dans le département d'Akoupé. Un véritable soulagement pour les populations de l'ensemble du département qui verront le plateau technique de leur centre de santé renforcé. Ce matériel est destiné en priorité à Aféry et à Seji et de Dokwa qui sont deux villages donc satellites donc, de la commune d'Aféry. Et j'ai dit accessoirement parce qu'il y a du matériel que nous ne pouvons pas utiliser localement ici. Et je suggère que ce matériel-là soit donné donc, à d'autres centres, pas dans le département spécifiquement, mais en Côte d'Ivoire, là où ça peut servir. Le centre de formation sanitaire urbain d'Aféry n'est pas le seul bénéficiaire de la générosité du Rotary Club Abidjan Doyen, appuyé par l'organisation Pharmacie Humanitaire Internationale. 50 personnes handicapées de la sous-préfecture d'Aféry ont reçu des fauteuils roulants afin de faciliter leur déplacement. Ce don doit servir à prendre soin des populations qui viendront à l'hôpital.
Nous exhortons donc les uns et les autres à faire de cet hôpital, bénéficiaire de notre don, un lieu de charité, un hôpital où les malades viendront sans appréhension parce qu'ils sauront qu'ils seront bien accueillis, bien soignés. Le gouverneur du district 9101 du Rotary Club venu de Ouagadougou a rassuré l'équipe municipale d'Aféry du soutien de son organisme dans la construction d'un nouveau centre de santé plus grand et plus moderne. Le représentant du directeur départemental de la santé et le sous-préfet d'Aféry ont exhorté la population, surtout les femmes enceintes, à la fréquentation assidue des centres de santé. C'est la finale du tournoi de Children of Africa doté du trophée de la première dame Dominique Ouattara qui a clos cette journée de dons aux populations d'Aféry. Un tournoi de football porté essentiellement sur le renforcement de la cohésion sociale. La Côte d'Ivoire et le Maroc renforcent leur coopération dans le domaine du cinéma. En effet, Abidjan accueille aujourd'hui la 4e édition de la Semaine du cinéma marocain. Le point avec Serge Collia. Après la Côte d'Ivoire en 2018, le Maroc prend le relais en 2019. La 4e édition de la Semaine du cinéma marocain à Abidjan vient renforcer l'accord de coproduction signé entre l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire et le Centre cinématographique marocain. Selon son Excellence Abdelmalek Keitani, ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, des films de qualité ont été sélectionnés pour montrer le savoir-faire des réalisateurs du royaume chérifien, prêts à faire bénéficier les Ivoiriens de leur riche expérience. Nous espérons que le cinéma ivoirien connaîtra un bond en avant sous l'égide de l'ONACI qui travaille bien avec le CCM. Et le Centre cinématographique marocain est tout à fait disposé à apporter toute son aide technique et autres à nos amis ivoiriens pour qu'ils puissent produire des films de grande qualité. L'ONACI ambitionne de faire redécoller le 7e art en Côte d'Ivoire en créant une véritable industrie avec le soutien de son partenaire marocain. Pour vraiment que d'année en année, ces festivals de cinéma marocain et ivoirien se bonifient au profit de la Côte d'Ivoire, des cinéastes ici. Donc on attend beaucoup de cette venue du Marocain. La 4e édition de la Semaine du cinéma marocain à Abidjan se tient du 16 au 20 septembre prochain au Palais de la Culture de Treichville. Un tout autre sujet à présent, le MAFA Festival a été célébré en fin de semaine dernière à Bécédi-Brignan, dans la région sud du pays. Il s'agit de faire la promotion du patrimoine culturel de cette zone et développer un circuit touristique. C'est un reportage de Eugène Atoubé. La Mutuelle pour le développement de Bécédi-Brignan a réussi le pari de placer le MAFA Festival sous la présidence effective du ministre du Tourisme et des Loisirs, Sandou Fofana. Cette localité de 25 000 habitants dans la région de Lamé a accueilli du monde pour la circonstance, des visiteurs et des touristes venus de toute la Côte d'Ivoire. Le MAFA Festival, événement de valorisation du patrimoine culturel du pays acquis, mais surtout attraction touristique. C'est ma première fois d'assister au MAFA, mais c'était bien. C'est pas facile d'y arriver, mais je suis arrivé. J'espère que Dieu exaucera mes vœux. C'est joyeux, il y a une puissance dedans, ça m'a donné la force. Parce que tout le monde n'a pas y arrivé, mais j'ai fait un effort et je suis arrivé. Vraiment, ça m'a donné la joie. Tout ce que la région acquiert compte de richesses agricoles, culturelles, traditionnelles, son art culinaire, ses mets singuliers, notamment le biocosseux, ont été présentés dans tous leurs fastes. Mais l'intérêt du MAFA Festival est surtout les mythiques montagnes, les monts MAFA. Plus de 5000 festivaliers, selon les organisateurs, étaient candidats à la montée de ces montagnes. Des jeunes, des femmes, des enfants et même des personnes plus âgées. Qu'ils aient atteint ou non le sommet des monts MAFA, chacun a pu avoir sa part d'émotion, sa part de bonheur aussi. Le MAFA Festival va se remettre dans un format à 2 jours, un vendredi et un samedi. Et là, nous faisons appel aux opérateurs économiques, aux sponsors. Je fais appel également aux professionnels de l'événementiel qui s'associent au MAFA Festival de sorte que nous ayons une manifestation totalement professionnelle et qui donne envie de revenir. Un élan nouveau d'un festival du mont MAFA qui peut changer la vie de cette belle cité et qui peut générer des ressources encore
C'est pourquoi je m'empresse de dire merci aux initiateurs et à l'ensemble de tous les sponsors et accompagnateurs pour rendre possible ce rêve. Pour l'engouement que cette première édition du Mafa Festival a suscité chez les populations, les organisateurs veulent en faire un circuit touristique. Le Mafa Festival peut compter sur son atout, la proximité. C'est que Bissedi-Brignan est à seulement 50 km d'Abidjan et l'accès est très facile. Reste maintenant aux organisateurs de bien communiquer autour de l'événement et de régler la question de l'accueil des touristes et visiteurs par la construction d'un réceptif hôtelier répondant aux normes du ministère du Tourisme et des Loisirs. Avis maintenant aux amoureux de la culture Nzima de Côte d'Ivoire. L'Abissa 2019 sera célébré du 20 octobre au 3 novembre prochain dans la commune de Grand Bassam, dans la région sud du pays. Le comité d'organisation de cette fête traditionnelle a présenté récemment les grandes articulations de cette édition 2019. On en parle avec Serge Coléa. C'est une institution culturelle bien établie en pays Nzima Kotoko. L'Abissa marque le nouvel an et symbolise l'unité du peuple autour de son roi. Sa Majesté, Nanon Désiré Amon Tanoué, par sa présence, jette les bases de cette fête traditionnelle populaire. Les 7 familles, piliers de la société Nzima et de la cohésion sociale, c'est le thème de l'édition 2019. Sachant que chaque Nzima est membre d'une des familles, on peut considérer que l'Abissa de cette année va rassembler tout le peuple Nzima autour de cette famille. Aux amis du peuple Nzima qui, l'année dernière, ont peut-être regretté de ne pas avoir l'Abissa dans toute sa dimension, le peuple Nzima aujourd'hui travaille pour que l'Abissa recouvre toute sa dimension, à la fois sur le jour de la retraite, donc une semaine de retraite pour pouvoir faire le bilan de l'année, et ensuite une semaine de réjouissance. Critique sociale, transmission du savoir et des valeurs identitaires aux jeunes, danse et rythme sont prévus pour égayer les centaines de milliers de visiteurs et touristes attendus. Les Nzima vont s'ouvrir à d'autres peuples, les peuples de Côte d'Ivoire. Les Nzima vont s'ouvrir à des peuples du monde. Et toute cette présentation va se faire autour de l'Edongbélé, autour du tam-tam sacré. Le ministère de la Culture et de la Francophonie, Côte d'Ivoire Tourisme et d'autres partenaires accompagnent l'événement. L'Abissa 2019 se tient du 20 octobre au 3 novembre prochain à Grand Bassam. L'actualité dans la région centre du pays, c'est la célébration d'une journée socio-culturelle. Les festivités se sont déroulées dans le village de Fafoué Etienne-Cro à Tébissou. C'est une initiative de l'amicale Agna. Cette association regroupe les cadres, travailleurs et étudiants de la région du Bélier. Le point avec Théodore Zouzou et Franck Quadio. Fafoué Etienne-Cro, centre de la Côte d'Ivoire. Ici existent plusieurs tribus rattachées au peuple baoulé. Les Haïtou, les Fafoué et les Nanafoué en font partie. Elles constituent une composante sociale de la sous-préfecture d'Abigou. Et ils sont en fête. Chant, danse et tenue symbole du peuple baoulé, c'est la 11e édition des journées socioculturelles Agna, une célébration tournante dans la localité pour promouvoir la fraternité, l'union, la cohésion et réfléchir au développement. Nous devons arriver au développement sans perdre nos valeurs, nos traditions, notre africanité. Cette cérémonie, il faut s'assurer qu'elle se perpétue et que d'autres générations demain relèvent le défi, continuer de tourner, favorisant ainsi la cohésion sociale, la fraternité, la paix. L'initiative est de l'amicale des étudiants, des travailleurs et cadres de la localité dénommée Agna. Elle vise à faire connaître les danses du terroir, telles le goli, et à insuffler la notion de propriété dans les 15 villages. Agna se veut une plateforme pour la pérennisation des valeurs culturelles de la localité.
En image, la Tunisie, dans l'attente des résultats du premier tour de l'élection présidentielle 2019. Le vote a eu lieu hier dimanche, 15 septembre. Les résultats préliminaires seront annoncés par l'instance chargée des élections. À noter que 2 candidats se disent déjà qualifiés pour le second tour, notamment Nabil Karoui, l'homme d'affaires incarcéré, et Kaïs Sayed, le candidat indépendant. Enfin, 12 décembre 2019, c'est la date retenue pour l'élection présidentielle chez le voisin algérien. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent début de semaine à tous.